Et nous sommes également très fiers de vous. Et nous espérons que dans cette nouvelle génération, il y aura d'autres maîtres Bamba Cissé, d'autres maîtres Khoureyshiba, d'autres maîtres Juan Branco, parce que le chemin est encore loin et il faut des hommes de valeur pour nous accompagner. Donc, sans plus tarder, nous allons ouvrir les interactions. Je vais juste vous demander, s'il vous plaît, d'être bref, parce qu'il est déjà 19h. Alors, Pape Abdoulaye Touré, si tu peux m'aider pour distribuer le micro. Donc, maître Cissé, maître Branco, si cela vous sied, nous pouvons prendre des lots de 3 à 5 questions et vous allez répondre avant de continuer. Si la presse aussi, que nous saluons aussi, qui est venue en masse, la presse sénégalaise a des questions à poser à nos conférenciers, c'est le moment. C'est comment? Lalla Rassoul? C'est comment? Il y avait une main levée par ici. Alors, il y avait une main levée par là-bas, une dame, je pense bien. Oui. Madame, c'est comment? Fernanda da Silva. Alors, une dernière main avant de... oui, c'est comment, monsieur? Abdoulaye Ba. D'accord, Abdoulaye Ba. Lalla Rassoul, vous avez la parole. C'est bon. Bonsoir à tous. Je vous salue de passage. Bienvenue, maître Juan Branco. Alors, moi, c'est Lalla Rassoul, journaliste Sénégal 7. Ma première question, c'est de vous demander, vous en êtes où avec le dossier CPI? Parce que vous avez fait un recoupement de dossiers. Il y avait plus de 80 morts depuis 2023 jusqu'à 2024. On voudrait savoir où vous en êtes avec le dossier. Deuxième question, je le donne à Bamba Cissé. Maître Bamba Cissé du moins. Donc, vous avez demandé le président de la République, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, de rester au Conseil supérieur à la magistrature. J'aimerais bien que vous nous donnez les raisons parce qu'on n'a pas eu un consensus lors du dialogue national édition 2024. Merci. Merci Lalla Rassoul. Monsieur Ba, il est de ce côté-là pour le micro. Allez-y. Merci beaucoup. Je remercie Maître Juan Branco et Maître Bamba Cissé, Maître Khoureyshiba. C'est aujourd'hui que j'ai eu l'occasion de vous rencontrer et de vous remercier au nom du peuple sénégalais pour tout ce que vous avez fait pour nous. Je suis un ex-détenu politique. Je partageais le même cours avec le maître Jamil Sané, le maître Bilal Diatta. Donc moi j'ai une question pour Maître Juan Branco. Vous avez de l'expérience, vous avez eu à assister plusieurs clients dans votre carrière. Si vous placez aujourd'hui le président Ousmane Sonko parmi vos clients, où vous l'aurez placé parmi les braves clients que vous avez eu. Merci. Merci, monsieur Ba. Abdou Kassé. Abdou Kassé, c'est qui? Allez-y, le micro est juste devant vous. Bonsoir à tous. Donc, nous remercions d'abord M. Juan Branco et M. Bamba Cissé d'avoir été là. Donc, je suis Abdou Kassé, voilà, un patriote anonyme, mais quand même qui a beaucoup contribué à la lutte patriotique. Donc, la dame vient de marcher sur ma langue. Je voulais poser une question à Maître Juan Branco. Je voulais dire juste où en êtes-vous avec votre requête devant la CPI. Voilà, merci. Merci, monsieur Kassé. La parole est à Madame Fernanda da Silva. Elle est derrière pour le micro, Abdoulaye.
Bonjour à tous. Voilà, donc vraiment je suis Fernanda Ramos da Silva et malgré mon grand âge dans cet éminent lieu de la rencontre, je me sens jeune comme tous les jeunes qui sont là. Et depuis le début des grandes actions qui se sont déroulées en faveur de la démocratie, j'ai été, parce que je pense que la justice c'est quelque chose et la démocratie c'est quelque chose pour lesquels il faut se battre. Déjà quand j'avais 15 ans, j'étais déjà dans la lutte comme ce monsieur qui vient de parler. Donc je me sentais obligée parce que c'est quelque chose qui, quand ça vous tient, ça ne vous lâche pas, sauf si, bien sûr, vous êtes parmi ceux qui, à un moment, laissent tomber le fardeau. Mais c'est un fardeau qui vous accompagne toute votre vie. En tout cas, c'est mon cas. Et donc, je remercie surtout le peuple sénégalais, les jeunes. Ils ont été extraordinaires. Franchement, ils ont donné leur vie. Et aujourd'hui, s'il y a de la démocratie, s'il y a le changement, c'est grâce à eux. Donc je pense qu'ils doivent s'applaudir eux-mêmes très 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 fort parce qu'ils ont cru au projet. Monsieur Branco, que je souhaitais rencontrer de tout temps parce que je me suis dit, voilà un Toubab qui vraiment se sent de tout cœur avec le peuple sénégalais, le peuple africain. Donc il n'a pas trahi l'internationalisme, donc qui végète dans le cœur, je crois, de tout homme, parce que tout homme croit en son prochain, en principe, sauf les dégénérés qui sont passés par là. Donc, Monsieur Branco, quel a été le déclic qui vous a fait vous pénétrer de cette cause sénégalaise, peut-être parce qu'il y a eu d'autres endroits où il y a eu des choses qui se sont déroulés, des mouvements qui se sont déroulés presque pareils. Qu'est-ce qui vous a poussé à soutenir ce peuple sénégalais qui le mérite bien sûr aussi fortement? Je vous remercie pour votre présence ainsi que tous ceux qui sont là. Merci. Merci aussi à vous, Madame Da Silva. La parole est à Monsieur Abdoulaye Ba. C'est par ici. Alors, merci beaucoup. Bonsoir. Bonsoir, maître. Je voudrais poser 2 questions, mais avant tout, je voulais remercier M. Branco et ses confrères pour tout ce qu'ils ont fait pour ce peuple. Et c'est une fierté pour moi de faire face à ces héros qui sont bâtis pour le Sénégal, le maire Bilal Diatta et le maire Jamil Sall et tous les autres. Bon, la première question, je la pose à Maître Bamba Cissé. Lorsqu'il parlait de droit et de politique, bon, nous savons que c'est le président de la République qui définit la politique judiciaire. C'est-à-dire, donc ce sont les politiques qui définissent la politique judiciaire. Donc en ce moment-là, est-ce que les deux choses-là ne peuvent pas aller ensemble? Parce que lui, il a dit que quand il a donné une citation en disant quand la politique entre dans la chambre, je ne sais pas, par la porte, voilà. Donc le droit passe par la fenêtre. Donc est-ce que ces deux choses-là ne peuvent pas aller ensemble? Dis-moi que ce sont les politiques qui définissent la politique judiciaire. La deuxième question, je la pose à M. Branco. Lorsqu'il parlait d'impunité, donc on sait que le régime du président Macky Sall, avant de partir, il a voté une loi d'amnistie pour protéger ses arrières. Donc, face à cette loi, qu'est-ce que les nouvelles autorités peuvent faire donc, pour mettre en place des sanctions contre tous ces gens-là qui ont tiré sur le peuple sénégalais? Merci beaucoup. Merci, M. Ba. Nous allons laisser le soin à nos conférenciers de répondre à ces questions. Et nous allons prendre une dernière série. Maître Cissé, Maître Branco, allez-y. Merci. Je vais commencer par la question qui était double. S'il vous plaît, un peu de silence dans la salle, s'il vous plaît. Nous allons terminer en beauté. Allez-y, maître.
Je vais commencer par la question qui m'a été doublement posée sur la Cour pénale internationale. C'est un choix qui appartient aux autorités sénégalaises désormais. C'est à eux de décider s'ils poursuivent la voie que nous avons ouverte. Le dossier est ouvert à la CPI, de nombreuses victimes se sont constituées. S'ils décident de créer un mécanisme mixte sur le terrain sénégalais, le Sénégal a une expérience des juridictions de cet ordre-là. Il l'avait fait même avec un ancien président tchadien, vous vous en souvenez, Hissène Habré. Ils ont des hommes de droit suffisamment qualifiés, dont certains ne se sont pas compromis. Ils sont rares. Mes confrères sont les premiers sur cette liste, qui peuvent mettre en œuvre ces mécaniques-là. Et il y a enfin le choix de l'impunité, qui était le choix qui avait été fait par Macky Sall, celui de cette loi d'amnistie, qui en effet, en l'état, empêcherait des poursuites sur le territoire national. Et donc il appartient à ces autorités de vous répondre. L'avocat, et ça me permet de répondre à la question du lien avec le peuple sénégalais, l'avocat est l'instrument de la volonté de son client. L'avocat, évidemment, fixe le cadre, traduit la volonté du client en des termes juridiques, donc dans le cadre qui lui a été fixé par la loi, c'est-à-dire par la volonté du peuple. Et quand le client de l'avocat est Premier ministre de son pays, eh bien, il peut lui suggérer de prendre des initiatives pour changer cette loi, pour la faire évoluer, pour l'amener quelque part qui serve son intérêt politique, celui de son peuple, donc, ou y renoncer. Et donc, à partir de là, mon travail a été fait. Mon travail a été fait, la base juridique et factuelle a été établie. D'ailleurs, la communication a été rendue publique, pas ses annexes, pas les 700 pièces que nous avons recueillies grâce à un effort extraordinaire du peuple sénégalais lui-même, qui nous a aidés à recueillir partout sur le territoire. Et je pense que le moment le plus émouvant, parce que mon confrère parlait de souffrance, moi je n'ai pas du tout souffert dans cette aventure, y compris à Rebeuss. S'il vous plaît, derrière, s'il vous plaît. Y compris à Rebeuss, c'était pour moi un sentiment de fierté extraordinaire que de me trouver aux côtés d'un peuple qui s'était levé. Je pense que vous ne vous rendez peut-être pas compte, mais je pense que vous vous rendez compte, parce que vous avez tous connu des moments, et j'en ai connu un qu'en sortant de la conférence de presse dont parlait mon confrère, nous avons, en fuyant les voitures qui nous pistaient, vous parliez de Jack Bauer, mais c'est un moment où on a dû changer à plusieurs reprises de voiture, mettre en place toute une série de stratégies pour déjouer les filatures, stratégie qu'on avait déjà mise en place pour me faire venir au Sénégal et qu'on avait appris notamment avec Wikileaks. À un moment, on a longé les plages et on a vu toute une jeunesse sur ces plages. Et je peux vous dire que c'est ces moments-là qui peuvent être très difficiles, lors desquels il peut être très difficile de ne pas vaciller, de ne pas se sentir seul et de ne pas se dire que tout cela a été fait en vain et qu'en fait, quelque part, nous serions fous ou dans l'erreur. Ces moments où tout d'un coup, vous voyez une société qui accepte la violence, qui accepte de renoncer à sa souveraineté, du moins en apparence. C'était, souvenez-vous, quelques jours après l'arrestation d'Ousmane Sonko, lors desquels, pour la première fois, le peuple ne s'était pas levé. Et si je suis venu, c'est aussi pour cela. Parce que j'ai senti qu'Ousmane Sonko, à ce moment-là, pouvait être, pour la première fois, en difficulté dans une sensation de solitude qui pouvait être extraordinairement dangereuse pour lui, pour tous les militants qui croyaient à travers lui. Et la personne qui est à ma droite, qui a partagé ma cellule pendant ces quelques jours, l'a ressenti, cette crainte et cette solitude. Et on en a parlé. On en a parlé de ce moment-là, de ce moment de tremblement où on se dit, mais en fait, on va rester là. Et la question que je me posais à Rebeuss, c'était celle-là. Est-ce que, parce que je voyais, on avait RFI, et je voyais qu'il y avait des manifestations de gilets jaunes, je voyais qu'il y avait le barreau de Paris, et j'entendais surtout le silence de la France, du gouvernement français. Et je me disais, mais peut-être que je vais rester là. Peut-être que ce sera des mois, peut-être que ce sera des années, et je l'aurais accepté s'ils avaient respecté les règles, eux, s'ils m'avaient arrêté, par exemple, sur le territoire sénégalais. J'aurais accepté, prise de risque, engagement, on sait où on va, on sait pourquoi on le fait, on assume, et on avait commencé à parler de stratégies de résistance à mettre en place à Rebeuss pour les mois suivants,
à commencer par la coupure de contact avec les gardes pénitentiaires et l'importation de stratégies qui avaient été adoptées par l'IRA dans son combat contre le Royaume-Uni. J'avais commencé à expliquer à quel point les prisonniers étaient le cœur de tout mouvement politique dans des stratégies de résistance dans lesquelles ils sont majoritaires dans un pays. Et à quel point, à partir des mouvements de prisonniers, tout un pays peut s'embraser. Et donc là, on réinjectait de la confiance et on cassait ce lien de solitude en étant avec eux. Je me souviens de ce moment où j'ai été exfiltré vers le tribunal pour... ils essayaient justement d'inventer cette infraction au séjour et où les chambres à côté ont commencé à crier pour m'accompagner vers la sortie. Et là, c'est là où on a compris qu'on avait gagné. Parce que ce sentiment d'identification mutuelle, qui n'était pas évident, hein, entre moi et les Sénégalais, au départ, il n'y avait pas de raison particulière entre le petit Toubab, comme on disait, et ce moment où la prison rugit pour vous accompagner lorsque vous sortez de celle-ci, pour vous dire que vous n'êtes pas seul, en prenant appui sur la force que vous-même vous lui avez donnée en venant les rejoindre pour leur dire qu'ils n'étaient pas seuls, c'est le moment où vous comprenez que la victoire est proche. Et que celui qui est en face de vous, avec tout l'appareil d'État qu'il aura à ses côtés, aura du mal à tenir jusqu'à la fin. Et donc rompre ces stratégies de solitude était fondamental. Et donc le déclic, pour répondre à cette question, c'est tout simplement d'avoir vécu cette solitude quand j'étais aux côtés de Wikileaks et de Julian Assange. D'avoir vécu cette solitude de tant de gilets jaunes qui se sont retrouvés face au pouvoir avec tous les médias contre eux, stigmatisés, traités d'antisémites, de racistes, en gros tout ce qu'on utilise contre le pauvre en général pour lui dire de rester à sa place. Et d'avoir vu quelque part une lueur d'espoir encore vivante, quelque part dans le monde, mais en l'occurrence un pays qui parlait français, qui avait un lien avec mon territoire, et qui, comme le disait Cheikh Khoureyshiba, à travers cette figure qui incarne une forme de panafricanisme complètement différente, mais qui pour moi est un intellectuel fondamental pour les années à venir, Kémi Séba, m'avait dit, il y a là un point, avec tous les désaccords que j'ai, il y a là un point, il y a là un endroit, il faut aller aider les personnes qui sont en train de se battre, parce qu'il y a une expérience des luttes que vous allez pouvoir mettre au service de cette personne, de ce peuple, et qui va peut-être l'aider de façon décisive à se sauver de l'oppression à laquelle ils étaient soumis. Moi, je ne suis pas juge de paix des luttes panafricanistes. Je n'ai pas mon mot à dire sur qui est légitime ou pas, parce que c'est justement votre combat. Mais par contre, en tant que personne qui représentait des gens opprimés de toute couleur, de toute nationalité, sur de nombreux territoires et de nombreux continents, j'avais cette part en moi qui consistait à dire, là, c'est décisif. Là, cet étau qui est en train de se resserrer, avec la fausse procédure en diffamation, avec l'accusation de viol, avec les procédures qui arrivent, avec la technicité de mes confrères, qui m'ont permis en quelques semaines d'être un contributeur, non seulement dans l'espace public, mais également dans la rédaction des écritures, avec les nullités sur l'affaire Mbaye Banyang, etc. C'est-à-dire essayer de montrer qu'y compris techniquement, on était supérieur à eux. Parce que c'est la clé lorsque vous êtes face au pouvoir. Vous ne pouvez rien leur laisser passer. C'est-à-dire qu'en termes d'instruments, vous devez maîtriser leur instrument. La CPI, c'est exactement la même chose. Lorsque vous avez un gouvernement qui est obligé de sortir 4 ministres pour faire face et pour contredire à l'avance une communication que vous n'avez même pas encore faite auprès du bureau du procureur de la CPI, c'est que vous avez déjà gagné. Lorsqu'ils sont obligés de dire que ça n'a aucun sens et ainsi de suite, c'est qu'ils savent que ça en a un. Et qu'ils sont dans de grandes difficultés. Et ça, c'est par la maîtrise des outils de l'adversaire que vous pouvez produire cet effet. C'est en étant meilleur qu'eux sur leur propre terrain. Et ensuite, c'est ce qu'on a vu dans de nombreuses étapes à laquelle mes confrères ont participé, évidemment, vous êtes face à un système qui fait tout pour vous écraser. Et donc, y compris lorsque vous avez raison, y compris lorsque vous avez bons instruments, eh bien parfois, on trouve une façon de vous écraser, de contourner et de vous faire perdre. Mais, et je tiens à le dire, ce pool d'avocats, et il faut qu'Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye s'en rendent compte, c'est ce pool d'avocats qui a permis la libération de ce pays. Et là, je m'exclus. Quand je parle de ce pool d'avocats, je parle exclusivement de mes confrères sénégalais et de l'extraordinaire lutte qui n'est pas perceptible qu'ils ont menée à travers notamment la gestion des rythmes judiciaires. C'est-à-dire la capacité à émettre et à produire des recours au bon moment, en sachant
ce qu'ils allaient produire ou pas, quelles étaient les chances ou non de victoire, et en mettant en difficulté les magistrats qui, notamment au sein de la Cour suprême, savaient qu'ils ne pouvaient pas violer le droit, qu'ils pouvaient jouer avec le droit, qu'ils pouvaient tordre le droit, mais qu'il y avait une limite, parce que s'ils ouvraient en fait cette brèche-là, au niveau de la Cour suprême, c'était fini. Soit l'autorité de la Cour suprême s'effondrait définitivement, soit ils permettaient à d'autres personnes de rentrer dans cette brèche, et ils créaient du coup une situation d'insécurité juridique extraordinaire. Et ils ont su pousser dans leur retranchement. Et si la seule chose qui fait franchement ma fierté, c'est d'avoir pu avec eux chercher ces failles et avoir eu ces discussions extraordinairement techniques parfois en droit sénégalais pour essayer de trouver l'espace qui nous permettrait de gagner encore quelques semaines, de permettre encore à Ousmane Sonko quelques semaines d'avoir espoir. Parce que je peux vous dire que si les condamnations avaient été définitives en septembre, en juin, en septembre, en octobre, en novembre, c'était fini. En fait, notre objectif et notre mission était laquelle? C'était de le déposer aux portes des élections, au point où ils ont voulu justement retarder ces élections parce qu'ils étaient à bout d'arguments juridiques. C'est ça ce qui s'est passé. Et du coup, ils se sont mis dans une situation où l'apparence formelle du respect du droit n'était plus respectée, ce qui a forcé la désolidarisation, notamment des États-Unis. Et là, en fait, le droit provoque une bascule géopolitique parce que les États-Unis savent, ils ont des dispositions qui les empêchent, par exemple, de collaborer avec des États qui ont subi un coup d'État. Et c'était ce qui était en train de se passer au Sénégal. Et donc, en fait, avec la pression des sénateurs démocrates sur l'administration Biden, liée à ce travail qui a été fait et dirigé par Bamba Cissé, à partir de là, évidemment, la brèche qui s'ouvre et l'enchaînement qui permet de sortir de la dépendance et de la soumission que la France avait générée, cette acceptation tacite de cette noirceur qui commençait à s'infiltrer dans le Sénégal, et la libération précipitée, et évidemment la victoire extraordinaire permise par les forces des patriotes. Voilà ce que je voulais dire sur la question du déclic, et sur la question, peut-être ça me permet de finir sur la question du rôle de l'avocat qui, à mon sens, doit épouser son client. Il doit l'épouser, et la passion que j'ai pu ressentir, quelqu'un me demandait d'hiérarchiser mes clients, de voir quelle place avait Ousmane Sonko parmi eux. Les clients les plus importants sont ceux qui ne sont pas encore libérés, y compris lorsque j'ai cessé de travailler avec eux, comme Julian Assange aujourd'hui, comme Noël Daufour, le grand frère en Guadeloupe. C'est ceux-là qui vous arrachent une part de votre cœur, qui restent à leur côté. Mais pour le reste, que ce soit Ousmane Sonko, Falla Fleur, même si je ne l'ai pas représenté directement à ce moment-là, mais plus tard, Papa Abdoulaye Touré et d'autres, que je les ai accompagnés pendant cette période, ou après, qu'ils soient anonymes ou pas, vous avez vu en fait un engagement intense et qui a pu apparaître extraordinaire pour Ousmane Sonko, mais c'est parce que c'est Ousmane Sonko qui était dans une position extraordinaire. Et cette position extraordinaire, c'est vous qui lui avez donné. Il portait un peuple. Mais cette passion-là, et je pense que c'est le propre de beaucoup de pénalistes, c'est tout simplement une passion qui s'étend à tous ceux qu'à un moment donné, vous décidez de descendre, de défendre et de protéger. Je pense que Juan a résumé la question. On peut nuancer un peu un certain propos pour dire que le droit peut aussi être au service de la politique. Et il l'a effleuré. Lorsque Ousmane Sonko a été arrêté et transféré à Sébikotane, je suis allé le voir le lendemain matin. Il était toujours en grève de la faim, je le rappelle. J'étais très triste. Je lui ai dit que je te promets une chose, il n'y aura plus de répit dans les procédures. Et c'est effectivement ce qui s'est passé. Juan parlait de la cadence des procédures, parce qu'on avait beaucoup de choses à dire, et à toute chose, comme on dit, malheur est bon. Si Ousmane Sonko n'était pas arrêté, il n'y aurait pas toutes ces procédures peut-être. Et ces procédures ont mis en exergue la violence d'État à l'époque et permis aux Sénégalais de constater effectivement qu'il serait nécessaire de mettre fin à cette violence et porter au pouvoir Pastef. D'où le rôle important que les avocats ont joué, même si aussi de l'autre côté les détenus politiques, les acteurs majeurs, la société civile, tous les Sénégalais ont mis de leur sien pour que la révolution sonne.
Une question m'a été posée, une première question. Pourquoi le président de la République devrait rester au Conseil supérieur de la magistrature? Pour moi, c'est une position de principe pour deux raisons. La première raison est une raison de légalité pure, parce que le chef de l'État nomme aux emplois civils et militaires, tel que cela ressort de la Constitution. La deuxième raison est une raison d'opportunité, parce que pour moi, on ne peut pas laisser les juges, eux seuls entre eux, décider de qui affecter à quel poste. Ça peut créer une concurrence nocive au sein de la magistrature. Et je vous dis que beaucoup de magistrats ne sont pas d'accord avec le fait d'ailleurs que le président puisse quitter le Conseil supérieur de la magistrature. Dans ce tohu-bohu, entre guillemets, il faut un arbitre. Et cet arbitre qui est au-dessus des contingences est le président de la République. Nous savons que le président Bassirou Diomaye Faye, comme je l'ai dit tout à l'heure, est sur les principes et il ne lui appartiendra pas pour des raisons purement politiques de dicter la marche des choses. Ce n'est ni dans sa nature ni dans son éducation. Une question m'a été posée, je pense que c'est une question piège. Droit et politique, parce que le président de la République définit la politique judiciaire. Alors le droit et la politique ne peuvent pas être exclus, il ne peut pas y avoir une dichotomie, une exclusion entre le droit et la politique, dès lors que le président de la République définit la politique judiciaire. Je pense que la Constitution ne dit pas ça. La Constitution dit que le président de la République définit la politique de la nation. Je pense que c'est ça. Quand on parle de politique judiciaire, ce n'est pas la politique au sens malsain du terme. C'est différent. Quand on parle de politique et de droit, c'est le fait pour quelqu'un qui soit au-dessus du lot d'utiliser la justice pour obtenir soit des libérations ou des condamnations. C'est rendre la justice politicienne. C'est de ce dont on parle quand on parle de politique dans le droit. C'est bien de ça dont on parle. C'est le fait pour le parquet de se voir utilisé par les autorités politiques qui sont au-dessus de lui pour orienter les procédures, aller vers les condamnations, utiliser, comme je vous l'ai dit, les mandats de dépôt systématiques contre des opposants. Et c'est pourquoi je vous ai parlé des lois senghoriennes. Donc on est dans l'application de la politique politicienne au cœur du droit. C'est de ce dont on parle. Mais quand la Constitution dit que le président définit la politique de la nation, ça c'est de la politique saine. Saine, ce n'est pas de la politique politicienne. Donc il y a une nuance, c'est deux choses différentes. Donc je crois que j'ai épuisé les deux questions. Je laisse la parole au modérateur, à la modératrice plutôt. Merci maître. Donc moi je suis mitigée. Hein. Il y a la presse qui tire sur ma veste parce qu'il se fait tard et je pense qu'il y a d'autres interventions. Juste avant de prendre peut-être deux personnes, il y a M. Alindoy qui est là et qui veut rajouter quelque chose par rapport à ce que Maître Branco a dit. Donc très brièvement, monsieur.